pour commencer, bon, je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Et si vous faites un peu, si vous allez chercher sur Internet ou vous essayez de faire la revue de la littérature sur la main diabétique, vous allez vous rendre compte très vite que la majorité des publications sont faites par des rhumatologues. Les rhumatologues qui vont... Il y a peu d'études qui sont consacrées à cette main diabétique-là. Et la définition, vous allez vous rendre compte très vite que la définition semble être un terme générique qui regroupe beaucoup d'affections. D'abord, vous allez vous rendre compte que ce sont les rhumatologues qui ont décrit, quand vous cherchez sur Internet, la majorité des publications sont faites par des rhumatos qui assimilent cette atteinte à l'ensemble des complications ostéo-articulaires du diabète aux membres supérieurs. Et vous voyez ici, le terme « ou » est important quand ils disent la main diabétique ou chéiro-arthropathie, comme si main diabétique était synonyme de chéiro-arthropathie. En revanche, quand on va sur le continent africain, la réalité, elle change, elle est tout autre. Nous faisons face ici à des infections, des atteintes infectieuses que l'on appelle main diabétique tropicale. Main diabétique tropicale, et on a généralement des formes qui sont très sévères et qui vont mettre en jeu à la fois le pronostic fonctionnel de la main, mais aussi le pronostic vital des patients. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, mais je vous propose, dans un premier temps, de nous intéresser d'abord aux complications ostéo-articulaires qui sont communément regroupées sous le nom anglo-saxon de Limited Joint Mobility Syndrome. Elles ne sont pas spécifiques de la maladie diabétique, parce qu'on les trouve également chez des personnes qui ne sont pas diabétiques, mais elles sont par contre plus marquées et plus fréquentes chez les sujets diabétiques. Et en particulier, pour certaines de ces affections, il semblerait que c'est surtout chez les diabétiques de type 1, allez chercher la raison, qu'on les retrouve plus tôt. Leur fréquence semble être corrélée à l'âge, à l'ancienneté du diabète, comme on s'en doute, à la présence d'une microangiopathie. Et on voit sur cette figure qui montre la fréquence des principales pathologies de la main en lien avec le diabète et en fonction de l'hémoglobine glyquée, on voit tout de suite que c'est la chéiro-arthropathie qui est la manifestation la plus fréquente, d'où peut-être cette confusion de dire main diabétique égale chéiro-arthropathie. Cette chéiro-arthropathie, elle est aussi appelée, c'est la manifestation la plus caractéristique, et on l'appelle aussi syndrome de la main diabétique pseudo-sclérodermique, parce que ça rappelle les manifestations de la sclérodermie, et elle va se caractériser par une limitation de la mobilité de la main, surtout de la flextension, et à un moindre degré également de la flexion. Surtout en regard des métacarpophalangènes et des interphalangènes proximales. Le diagnostic, il est posé en faisant 2 tests simples. On va d'abord demander au malade de joindre les 2 mains, le signe de la prière comme ça, et on se rend compte que le malade ne peut pas accoler les 2 mains. Peut-être que vous avez eu des cas comme ça, mais que vous n'avez pas pensé à la chéiro-arthropathie. Parfois, on dit que c'est l'âge, le malade n'arrive pas à joindre les 2 paumes. Et bien ça, c'est un signe qui est le signe de la prière. Ou alors, on lui demande de poser les 2 mains à plat sur la table comme ça, et on se rend compte ici, comme vous voyez sur l'image, que le malade n'arrive pas à mettre les paumes à plat sur la table, c'est le signe de la table. Et ici, généralement, il n'y a pas de douleur, ce n'est pas douloureux, il n'y a pas de synovite, et le malade ne s'en plaint pas, ce qui fait qu'on peut passer effectivement à côté du diagnostic. La maladie de Dupuytren, peut-être que vous en avez vu ou peut-être pas, c'est une fibrose rétractile de l'aponévrose palmaire superficielle à l'origine d'un flessum des doigts qui est progressivement irréductible. Vous voyez, il y a plusieurs stades, là un peu plus des stades avec une flexion de plus en plus prononcée jusqu'au stade 4 ici. Elle est 2 à 4 fois plus fréquente chez les diabétiques versus les non-diabétiques. Et elle est souvent également associée à la chéiro-arthropathie et l'atteinte va prédominer sur le majeur et sur l'annulaire. Vous voyez, sur le majeur et l'annulaire comme ça, sur le 3e et le 4e doigt, et elle peut être bilatérale et asymétrique dans la moitié des cas.
À l'examen, on peut voir et palper, vous voyez ici, un cordon induré, ici, quand on regarde au niveau de la paume de la main, avec une flexion qui est plus ou moins importante et qui est irréductible. On a également ce qu'on appelle le doigt à ressaut. Le doigt à ressaut, par contre, moi j'en ai vu beaucoup. C'est une ténosynovite sténosante de la gaine du tendon fléchisseur qui est associée à la présence d'un nodule sur le tendon en regard de la métacarpophalangienne, qui est généralement le pouce, le majeur et puis l'annulaire également. Et l'extension de la deuxième phalange, ici, vous voyez, quand on essaie de faire une extension de cette deuxième phalange-là, il y a un ressaut qui est douloureux, parce qu'il y a le nodule qui va passer sous la poulie et le doigt fait un tac douloureux. Et les malades s'en plaignent, et voire dans les formes invidables, et dans les formes qui sont très évoluées, il y a même un blocage transitoire le malade doit forcer pour pouvoir étendre le doigt. Et puis ici, on peut palper, quand on palpe ici, on peut palper ici le nodule en dessous de la poulie avec le phénomène de blocage et d'extension du doigt là également. Et enfin, on a le syndrome du canal carpien qui est un peu mieux connu. On en a d'ailleurs parlé ce matin. Le professeur Hind, en parlant de l'acromégalie, disait qu'on pouvait voir dans d'autres pathologies telles que l'hypothyroïdie, dans le diabète également, ce syndrome du canal carpien semble assez fréquent et qui va correspondre à la compression du nerf médian. Il est peut-être un peu plus connu au niveau du poignet et qui va se manifester par des paresthésies. Les patients s'en plaignent, des paresthésies qui sont initialement d'horaire nocturne dans le territoire du nerf médian, comme on peut le constater ici. Vous voyez, le malade se plaint de ces douleurs qui sont vraiment des douleurs sur ce territoire-là, les 3 premiers doigts, et puis ça peut aller jusqu'à un déficit moteur. Et les douleurs sont reproduites par la percussion ici du nerf médian au niveau du poignet. Quand on percute au niveau du poignet ici, c'est le signe de Tinel, ou alors par la dorsiflexion soutenue comme ça du poignet quand on fait ça. Ça, c'est le signe de Phalen. Ça, on reproduit ces douleurs-là et ça, c'est très caractéristique du syndrome du canal carpien. Alors ça, la prise en charge, il n'y a pas réellement de différence pour la prise en charge de ces affections entre diabétiques et non diabétiques. La prise en charge va être fonction du cas, de l'affection et puis de la gravité également. On peut donner des antalgiques, une infiltration de corticoïdes, beaucoup de rééducation et de physiothérapie quand même, port d'attelle, ça peut aller jusqu'à la chirurgie d'aponéprovotomie. Ici, il faut juste faire attention quand on administre les corticoïdes, bon, ça tous les diabétologues le savent, il faut faire attention à l'équilibre du diabète puisque ça peut déséquilibrer le diabète, donc et il faut surveiller de manière accrue les glycémies en post-infiltration et adapter le traitement en fonction du niveau de déséquilibre. À présent, nous allons aborder les atteintes infectieuses. Les atteintes infectieuses, ça va nous ramener directement au cœur des thèmes de ces journées-là. Ces atteintes infectieuses sont également variées, comme on va le voir tout à l'heure, et elles sont souvent de survenue insidieuse et à évolution fulminante. Alors, on a divers types d'affections qui peuvent aller d'une petite infection telle qu'un onyxis autour de l'ongle jusqu'à la dermohypodermite et on le verra même des gangrènes. Ces infections de la main, on l'a dit, elles sont beaucoup moins fréquentes que celles du pied. Ce qu'on a décrit, et beaucoup d'ailleurs lors de ce congrès, ce sont les infections du pied. Beaucoup d'infections du pied, beaucoup moins, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà vu ce type d'infection de la main. Alors nous, notre explication, c'est que quand on dit infection du pied, tous les médecins, tous les chirurgiens le savent, ils voient un pied tout de suite, ils pensent à faire les glycémies, retour à l'expéditeur, allez, on nous l'envoie en service de diabétologie. Par contre, pour la main, les gens ne font pas tout de suite le rapprochement entre infection de la main et diabète. Ce qui fait que beaucoup de cas nous échappaient avant, soit aller dans des services de chirurgie ou alors étaient traités en périphérie. Nous, depuis qu'on a commencer à s'intéresser dans notre service à la main diabétique en disant faites attention, si vous voyez ce type d'infection, envoyez-les nous. On a vu vraiment la prévalence, l'incidence augmenter en flèche. Alors juste pour vous dire que pour ces mains diabétiques, ça a été signalé pour la première fois au Nigeria en 1984. Mais après, on s'est rendu compte quand même que ça avait été décrit aux États-Unis d'Amérique en 1977 et plusieurs cas ont été signalés
également par la suite en Afrique et en Inde. Il y a eu notamment plusieurs publications ici en Afrique, toujours syndrome de la main tropicale, qui semble être tout compte fait une particularité africaine qu'on ne voit pas dans les pays européens. C'est exceptionnel. La première fois que j'en ai parlé dans un congrès en Europe, ils m'ont dit « mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas ». Ben si, ça existe, puisque, comme vous le verrez, j'aurai des images à l'appui qui vont le prouver. Passons un peu en revue ces infections. D'abord, le panari que beaucoup de gens connaissent. Le panari, c'est vraiment l'infection de la main qui est la plus fréquemment décrite. On le voit, c'est la plus fréquemment rencontrée, elle est le plus souvent localisée autour d'un des ongles de la main. Et c'est une lésion qui se traduit typiquement par une inflammation autour de l'ongle périonglual avec des douleurs nocturnes pulsatiles. Quand on a eu un panari une fois, on ne l'oublie pas de sa vie. Une douleur pulsatile au début de son évolution, et ça va toucher particulièrement les travailleurs manuels ou bien ceux qui en fait touchent les ongles beaucoup. Et donc c'est une infection primitive de n'importe quelle partie constituante d'un doigt et qui va réaliser ce qu'on appelle une cellulite nécrosante. Selon le site de l'atteinte, on peut avoir plusieurs types de panari. On peut avoir le panari qu'on dit péri ou sous-inguéal, qui va avoir tendance à s'étendre vers la pulpe ou la matrice inguéale avec un risque d'atteinte d'ostéite de la phalange. Et on a le panari qui est dit anthracoïde. Le panari, il est centré sur un follicule pileux, pilosébacé, et il va réaliser typiquement un furoncle ou un anthrax de la face dorsale de la phalange, avec un risque quand même de décollement sous-cutané important et de nécrose, et puis également toujours cette extension vers les os et les articulations que l'on craint tout le temps. Il peut y avoir un panari qui est dit sous-cutané, pulpaire et palmaire, ici au niveau de la palme, ou bien au niveau de la pulpe du doigt. On en voit également beaucoup, toujours avec un risque d'extension, un risque de phlegmo des fléchisseurs, des glènes des fléchisseurs. Et puis, un panari dit en bouton de chemise. Le panari en bouton de chemise, il est particulier parce qu'il va comporter une poche superficielle et sous-cutanée qui sont reliées par un pertuis. Donc, il y a une communication. Il faut systématiquement rechercher cette poche car le risque d'ostéite ici est très important en raison de cette communication. Le diagnostic de tout ceci, il est essentiellement clinique. Ce sont les symptômes qui sont d'intensité progressive en fonction du stade. On peut avoir d'abord ce stade phlegmasique là, qui va se constituer déjà en quelques heures. Il faut juste quelques heures pour qu'un panari évolue du stade 1 au stade 2. Puis il y a le stade de collection avec la formation ici d'un véritable abcès, c'est le stade abcédé, et du pus va se former au niveau de la lésion, va se collecter au niveau d'une poche inflammatoire, c'est ce qui explique cette douleur qui est très vive, spontanée et pulsative. Et puis le dernier stade, le stade 3, c'est le stade de complication où on peut avoir ce risque d'atteinte osseuse, d'atteinte au niveau des articulations et au niveau des tendons. Vous voyez, comme vous pouvez le constater sur ces images de nos malades, des patients que nous recrutons donc dans nos services. La prise en charge, elle va différer selon le stade. Au stade inflammatoire, il faut effectuer des bains antiseptiques. On effectue des bains antiseptiques. Alors chez nous, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, les gens disent qu'il faut mettre de l'urine dessus, il faut plonger dans l'eau de Javel ou dans l'eau bouillante pour que divers traitements, remèdes de grand-mère. Mais ce qu'il faut, c'est sûr, c'est les bains antiseptiques pluriquotidiens, souvent associés à une antibiothérapie. On vise le staphylocoque tout naturellement, un antistaphylococcique. Et puis, il ne faut pas négliger cette chirurgie. Il faut faire une excision radicale de tous les tissus nécrosés ou purulents. Parce que ce qu'on néglige souvent, on se dit un panari, bon, c'est un geste simple, on insiste tout simplement, on évacue le pus. Non, il faut bien exciser parce que les os sont très facilement accessibles, les tendons également, et si on n'excise pas proprement, on a toujours ce risque d'ostéite qui est maintenu et toujours rechercher la fusée purulente dans les cas de panari avec fortus. C'est même une urgence chirurgicale si on veut conserver ces doigts-là.
Ne pas oublier, on en a beaucoup parlé hier, de faire la prophylaxie antitétanique, vérifier toujours le statut vaccinal de nos malades et savoir que si le Panari est négligé, le risque d'arthrite ou d'ostéite, il est pratiquement inévitable et il y a souvent également des cas de récidive qui sont liés à un traitement insuffisant ou une chirurgie qui n'a pas été complète. Alors, le risque, je disais tout à l'heure, c'était ce risque infectieux. Une infection au sein des cavités naturelles de la main, les gaines synoviales, les espaces celluleux peuvent être atteints donnant de véritables phlegmons. Des phlegmons qui peuvent être d'origine primitivement par inoculation septique ou secondairement par propagation à partir, par exemple, d'un Panari qu'on avait dit jugé banal. Ces phlegmons sont certes plus rares que les Panari, mais beaucoup plus graves, et leur traitement est difficile, avec une possibilité de séquelles fonctionnelles et de handicap. Comme vous le voyez ici, ce sont vraiment des lésions qui sont très évoluées et qui peuvent donner un sepsis. Nous sommes souvent obligés d'hospitaliser nos malades parce que le risque vraiment vital, ici le pronostic vital, est mis en jeu par ce type d'infection. Il s'agit donc d'une urgence chirurgicale dès la suspicion diagnostique. Ce qu'il faut faire, c'est demander au chirurgien de faire une excision large des tissus nécrotiques, d'immobiliser la main en position de fonction, parce que sinon on a des rétractions qui ne sont plus, qui vont rendre le pronostic vraiment mettre en jeu le pronostic fonctionnel de la main. Antibiothérapie, sérothérapie antitétanique, comme toujours. Voilà, c'est effectivement comme ça qu'il faut les prendre en charge. Et puis, on a malheureusement ces cas de dermo-hypodermite extensive, comme vous le voyez, qui sont parfois nécrosantes, parfois non nécrosantes, avec un risque très important de sepsis. C'est malheureusement des cas que nous voyons souvent dans nos services. Et regardez ici les séquelles à type de rétraction tendineuse, vous voyez, d'impotence fonctionnelle majeure. Et puis ici, quand il y a de l'amputation pouce-index, vous savez que ce soit le pouce ou l'index, quand on ampute l'un ou l'autre, ou a fortiori les deux, on a perdu plus de 50% de la fonction de la main. Donc voilà le risque que l'on court avec ce type d'infection et malheureusement, on en a encore beaucoup. Et comme je vous disais, ça, c'est notre réalité, c'est notre quotidien. Ici, je vous rapporte ici notre expérience. C'est, à mon avis, nous avons publié 2 fois sur ces atteintes de la main. Ces 277 cas, c'est à ma connaissance la plus grosse cohorte jamais publiée. Et depuis cette publication, celle-là un peu ancienne, depuis janvier, on a eu 57 nouveaux cas de main diabétique. Depuis janvier, rien que à collecter tous les cas de main diabétique, 57 nouveaux cas. Donc, ici, quand on s'est intéressé à ces infections de la main que nous recevons dans notre service, on s'est rendu compte que le pourcentage n'est pas négligeable. 16% versus 25% quand on les compare aux infections du pied diabétique, avec un sexe ratio de 0,35. Donc, les femmes semblent être plus atteintes que les hommes. Probablement parce que nous travaillons et que vous les hommes, font pas... Un âge moyen relativement jeune, 46 ans, diabétique de type 2, 84%, avec une ancienneté de 5 ans. Donc, les travailleurs manuels sont les plus exposés et la main dominante, malheureusement, est atteinte dans 72% des cas. Sur le plan bactériologique, pas trop de surprises. Ce sont les staphylocoques, les klebsielles, les streptocoques et les pseudomonas que nous avons souvent. Quand on s'est intéressé à la sévérité de l'atteinte, malheureusement, les phlegmons étaient le type d'atteinte le plus fréquent. Comparativement aux autres, tels que le Panari, les abcès, ce sont les phlegmons qui passaient en tête de toutes les infections. Et le mécanisme lésionnel, ça pouvait être un traumatisme négligé. Et dans 53% des cas, on ne retrouvait rien. De telle sorte qu'on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de la neuropathie comme dans le pied diabétique? Mais c'est peu probable parce que la main diabétique est extrêmement douloureuse. Alors que le pied, on le sait, il y a de la neuropathie et ça peut passer inaperçu. Alors, un des facteurs qu'on a retrouvé quand même dans notre contexte, ça peut ne pas être le cas chez vous, c'est que la majorité de nos patients, vous le voyez comme sur ce gris-gris-là,
passent d'abord voir le guérisseur traditionnel avant d'arriver chez nous. Ils font beaucoup de détours et quand ils arrivent chez nous, les lésions sont très évoluées. C'est peut-être pour cette raison qu'on a davantage de phlegmons que d'autres types d'atteintes. Donc, c'est le recours au traitement traditionnel que nous avons retrouvé dans la majorité de nos patients. Et sans surprise, toutes les atteintes qui avaient entraîné des séquelles invalidantes étaient caractérisées par un retard de prise en charge spécialisée. J'ai presque toujours envie de m'excuser quand je montre le panorama des lésions que nous avons. Parfois, je mets ici âme sensible, s'abstenir, parce que c'est vraiment, ça heurte la sensibilité que de voir des types de lésions comme ça évoluer. Et on se dit, il faut vraiment qu'on investigue pour voir quelle est la raison de ces atteintes de la main qu'on ne connaissait pas avant et qu'on voit de plus en plus. Peut-être qu'il y a raison génétique ou autre. Peut-être que la raison est toute simple, c'est peut-être juste un problème d'hygiène, mais alors pourquoi ça se verrait dans certains pays et pas dans certains, pas dans, je ne sais pas, en Europe, ils ne connaissent pas ça du tout. C'est curieux. En tout cas, il y a matière à réflexion ici. Il y a surtout matière à investiguer, à aller chercher. Est-ce qu'on ne passe pas à côté parce qu'on perd nos malades qui sont ventilés dans d'autres services? Je vais terminer par ce slogan qu'on utilise beaucoup. Quand nous, on fait de la sensibilisation pour le pied diabétique, pour nos patients, on dit « diabétique, prenez vos pieds en main ». Il faut avoir des mains pour le faire. Donc, rappelez juste que ces pathologies de la main restent quand même fréquentes dans notre contexte. Qui cherche, trouve. Il faut les rechercher précocement à l'examen clinique parce que ce sont des urgences chirurgicales. Il ne faut pas passer à côté. Le risque de séquelles fonctionnelles et esthétiques et même vitales reste quand même trop important pour ne pas s'intéresser à cette affection. Et il est important de rappeler qu'il faut beaucoup d'éducation et beaucoup de prévention pour rendre service à nos patients. Je vous remercie pour votre attention.